Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Jubé, je dirige un bureau de conseil en stratégie et c'est la première vidéo d'une série qu'on inaugure aujourd'hui pour essayer de vous aider à comprendre ce que la crise du Covid-19, tant la pandémie que le confinement en lui-même ont changé dans les comportements des individus et dans leur mode de consommation et ainsi ce que ça va pouvoir transformer pour les marques. Donc l'idée c'est vraiment de vous dresser un panorama, de focus de choses qu'on trouve intéressantes pour vous aider à mieux comprendre ça et à être meilleur dans votre proposition. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, elle va plutôt être dédiée à comprendre les différents grands changements et grands jalons que ça va poser dans cette nouvelle donne. En fait, il y a deux grands mouvements un peu opposés qui vont se distinguer, et puis un troisième qui va toucher un peu tout le monde en filigrane potentiellement. Donc le premier, c'est évidemment lié à cette quarantaine. On a été posé dans une quarantaine de consommation, c'est-à-dire qu'on a purement et simplement cessé de consommer des biens qui n'étaient pas essentiels. Et ça a eu plusieurs effets. Le premier d'entre eux, se rendre compte que finalement, une partie de notre consommation n'était pas du tout indispensable, qu'on n'en avait pas forcément besoin, et que du coup, c'est sans doute des éléments qui vont se retrouver après dans notre consommation sur le plus long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que beaucoup de gens ont profité de ce moment enfermé chez soi pour aussi trier, ranger les choses et se rendre compte qu'en fait, ils possédaient déjà beaucoup de choses dont ils n'avaient finalement pas forcément un besoin impérieux et que ça va renforcer encore plus cette idée que finalement, on n'a peut-être pas autant de besoins que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'alors et d'être dans cette frénésie d'achat. Donc le premier mouvement auquel on peut s'attendre évidemment, c'est plutôt un ralentissement ou en tout cas une reconsidération des achats et des priorités d'achat, avec un rapport notamment à la mode, plus engagé, plus dans la durée, plus dans la responsabilité de ce qu'on va consommer que d'être dans un espèce de foisonnement permanent. C'est un peu une consommation plus slow qu'un mouvement qu'on a déjà pu inaugurer depuis un moment. C'est de toute façon un des paramètres extrêmement importants dont qu'il faut garder en tête sur cette problématique de changements comportementaux, c'est que cette crise ne va amener finalement aucun comportement totalement nouveau, mais va avoir finalement plutôt exacerbé, accéléré, renforcé des tendances qui étaient déjà dans l'air du temps et qui étaient là depuis un moment. C'est juste que d'un coup, ça va s'accélérer. Donc le premier point, cette consommation slow qui était déjà là, va de toute façon être renforcée avec une consommation plus consciente. Qu'est-ce que ça va poser comme question? Ça va poser les questions de la fabrication, il y a eu un sentiment d'enracinement, d'appartenance à un pays assez fort, puisque chaque pays a traité le cas de façon différente. Il y a eu une fermeture des frontières, etc. Donc il y a cette idée en tout cas on appartient à un pays, on a une espèce d'enracinement qui est important. Et du coup, on sait que des achats, on va avoir tendance à privilégier des achats qui vont être un peu plus locaux. On l'a déjà vu sur des produits sur lesquels on n'avait plus accès et que du coup, on s'est remis vraiment sur une consommation locale. Finalement, ça va aussi s'accentuer pour pas mal de biens de consommation. Mais contrairement à quand a commencé il y a une dizaine d'années le mouvement du retour du Made in France dans la mode, là, on va sans doute être dans un truc qui est moins affiché, j'ai mis un drapeau bleu, blanc, rouge sur mon produit pour bien montrer qu'il était Made in France, mais de façon générale, plus soucieux de l'origine des produits et du chemin qu'ils ont parcouru. Et c'est vrai que les problématiques qu'il y a eu d'approvisionnement sur d'autres produits qui n'étaient pas du tout des biens type mode, beauté, etc., notamment les masques, la dépendance à d'autres pays a quand même des conséquences où on s'est dit finalement c'est pas mal aussi d'avoir des produits qui vont être fabriqués près de chez nous. Donc ce point-là, on sait que c'est un des axes qui va ressortir de façon très forte. Le deuxième va se poser aussi la question d'une consommation plus qualitative. On s'est dit que finalement, on a gardé les mêmes produits pendant un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait une question de saisonnalité qui était un peu moins importante, qu'on allait pouvoir consommer les mêmes choses. Donc la question de la qualité des produits et leur durabilité dans le temps est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qu'on a déjà vu après la crise, au début de la crise économique de 2008, un recentrage des achats sur une consommation un peu plus minimale de produits essentiels, de produits un peu qui vont rester dans le temps. Qui peut être de façon plus classique, comme aussi dans la consommation de produits de luxe. On sait par exemple que des produits type un sac classique de chez Chanel voit ses recherches sur les moteurs accélérées en ce moment parce qu'on va être sur ces espèces de produits indémodables et permanents. Donc il y a une question de rapport à la saison aussi qui va être très forte. Une question de saisonnalité qui de toute façon va se poser puisque il y a une saison perdue pour pas mal d'acteurs et notamment d'acteurs de la mode. On est quand même sur une consommation saisonnière très forte. Donc la question de la saisonnalité est extrêmement challengée à ce moment-là et beaucoup d'acteurs, que ce soit Saint Laurent par le changement de son défilé, que ce soit Giorgio Armani qui a pris la parole dans la presse, que ce soit Dries Van Noten qui a signé une lettre ouverte avec tout un tas de designers pour questionner
et l'excès de solde en permanence et la saisonnalité des propositions. En tout cas, cette problématique-là, elle va t'intéresser de façon très forte et c'est un des changements auxquels on peut s'attendre. Un point qui est aussi assez surprenant dans cette consommation un peu plus considérée, c'est la montée de qualité sur les produits qu'on n'avait pas trop évoqué ces derniers temps, notamment dans la consommation de mode. Facile à repasser, facile à laver, facile à nettoyer, qui étaient des paramètres qui finalement sur la consommation de mode un peu événementielle et plutôt plaisir, n'étaient pas du tout considérés, qui étaient vraiment sur les produits utilitaires ou les produits pour enfants. C'est vrai que ce sont des paramètres qu'on voit arriver, notamment parce que les gens se sont rendus compte que finalement, être tout le temps chez soi, ne pas avoir besoin d'avoir quelqu'un d'autre, un pressing, etc., et que les produits qu'on ne pouvait pas laver, finalement, c'était quand même très contraignant au quotidien. Donc du coup, des qualités intrinsèques du produit sur une facilité d'utilisation qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Et enfin, le paramètre extrêmement fort qui a émergé aussi de ce moment-là, c'est la considération écologique, qui était déjà également dans l'air du temps. Sauf que là, il y a eu quand même un phénomène de on reste chez soi, on a moins de pollution et on se rend compte qu'il y a des vies qui sont sauvées, a mis un espèce de rapport de on est capable de rester chez nous pour une pandémie, on n'est pas capable de rester chez nous pour l'air qu'on a pollué, donc on est quand même en train d'abîmer le lieu dans lequel on vit et c'est ressorti de façon extrêmement flagrante. Donc on pense que de toute façon, cette consommation écologique qui était déjà en marche va demeurer de façon très forte, qui va pouvoir s'exprimer par plein de manières, que ce soit par le sourcing des produits, que ce soit par un ralentissement de la consommation de façon globale, ou que ce soit par d'autres schémas, comme par exemple l'upcycling, la réutilisation des matériaux. Beaucoup de marques ont commencé à évoquer ces perspectives-là. Donc c'est aussi des choses qui sont en tout cas en train de se construire. Le dernier paramètre qui est ressorti de façon très forte également et qui sert autant les marques que les consommateurs, c'est cette idée de travailler sur des cycles plus courts et plus directs avec le consommateur, c'est-à-dire en gros travailler à la commande. Beaucoup de petites marques ont commencé à communiquer sur le fait qu'ils allaient faire ça, parce que non seulement elles se sont rendues compte qu'elles allaient rester avec des stocks extrêmement conséquents de la saison précédente, qu'elles allaient avoir du mal à écouler, et du coup de travailler plus à la commande. On va commander un produit et finalement on va le recevoir un petit peu plus tard et on va produire à la demande. Ce qui est intéressant parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'on allait pouvoir avoir des achats qui finalement, ça va arriver 2 mois plus tard parce qu'on a vu que tous les envois étaient assez décalés en ce moment. C'est pas si grave et ça a permis aux gens de se rendre compte aussi de ce point-là. Donc du coup, on va pouvoir attendre un petit peu plus longtemps pour avoir un produit peut-être fait de façon un petit peu plus juste. Donc la première grande transformation qu'on va avoir évidemment, c'est cette idée de consommation plus consciente, plus responsable par tout un tas de paramètres qui vont être sur tous les niveaux de gamme revendiqués par les marques. La deuxième grande tendance qui va arriver en même temps que celle-ci, c'est son exact opposé. C'est en fait au contraire une frénésie de consommation qui va aussi dépendre des zones géographiques, mais qui sera un peu une conséquence directe du frein à la consommation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va acheter ce qu'on n'a pas pu acheter pendant cette période-là, parce qu'on se rend compte que notamment sur les produits de luxe, c'est des produits qui supportent assez mal le report. On va travailler au coup de cœur et finalement on va avoir envie d'un produit maintenant. 2 mois plus tard, c'est pas sûr qu'on en ait envie de la même façon. Donc en tout cas, c'est pas forcément les mêmes achats, mais ce sera des produits dont on va avoir envie de façon très forte, comme finalement presque un symbole de liberté. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément envisager ça que sur le paramètre de la consommation, mais se dire que c'est pour ça qu'on parle de revenge buying, donc cette idée de je prends une revanche, c'est je prends une revanche sur ce que je n'ai pas pu faire. Et ce que je n'ai pas pu faire, c'est ce que j'ai perdu en tout cas, c'est une privation de liberté. Et pour beaucoup de gens, le fait d'aller acheter est aussi vu comme une façon de reprendre le pouvoir sur la vie, de reprendre le pouvoir sur les choses, d'être de nouveau libre de faire ce qu'on veut, quand bien même c'est pas très utile dans l'absolu. En tout cas, c'est l'idée de se dire qu'on va avoir envie de consommer pour consommer. C'est de la consommation uniquement plaisir, uniquement coup de cœur, pour pallier finalement à la consommation complètement utilitaire qu'on a eue sur les 2 mois précédents. C'est véritablement une réponse à la frustration. Donc, ce sera sans doute pas un mouvement qui va durer très longtemps dans le temps. C'est pas forcément des produits qu'on avait prévu d'acheter et qu'on va juste acheter à ce moment-là, mais ce sera peut-être uniquement de la consommation plaisir, et on le voit d'ailleurs sur les premiers chiffres en Asie, consommation de produits de luxe, même consommation de produits de luxe presque gadgets, qui sont plutôt exacerbés, parce qu'on va avoir envie de se dire que finalement je peux acheter un truc qui ne me fait que plaisir et qui n'a aucune dimension utilitaire derrière. On l'a vu avec des files d'attente devant des magasins et des enseignes de fast fashion dès la réouverture et dès la fin du confinement. Donc ça, c'est un mouvement qui de toute façon va aussi exister de façon très prégnante.
De la même façon que je vous disais qu'il n'y a pas de consommation complètement différente en post-crise que des choses qui étaient amorcées avant la crise, évidemment, il y avait déjà une consommation fast fashion extrêmement puissante et qui existe aussi. Et il faut faire attention à ne pas voir les choses que de la perspective de ce qui nous arrangerait et pas de ne pas virer dans l'ethnocentrisme, mais c'est-à-dire qu'évidemment, il y a ces deux pans de consommation qui sont très forts, que Zara est une enseigne très puissante, que des géants du commerce en ligne comme des Boohoo, comme des Fashion Nova sont des enseignes qui sont très puissantes et qu'il y a quand même aussi, en parallèle de la consommation responsable qui est dans l'air du temps, une consommation frénétique très forte qui peut exister. Donc les deux vont continuer d'exister. Et la première chose à savoir pour les marques, c'est de se dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on commence à voir de toute façon se dessiner avec de la promotion exacerbée par la plupart des enseignes, c'est de se dire que il va falloir jouer avec ces deux problématiques-là. Des consommateurs qui ont envie de choix plus raisonnés, et de façon générale, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même que les conséquences de leur consommation n'étaient pas neutres. De l'autre côté, une envie en tout cas d'achat purement plaisir, et c'est ce qu'on va voir aussi de petits plaisirs, de petits produits pas chers qu'on va pouvoir s'acheter, qui vont vraiment satisfaire uniquement un côté envie et coup de cœur. Donc les deux points vont exister de façon très forte en parallèle. Et puis le troisième, qui va être plutôt en filigrane pour tout le monde et qui va être une conséquence là, moins du confinement, mais plus directe de la pandémie en elle-même, c'est une espèce de tendance hygiéniste extrêmement forte, qui va avoir notamment vraiment des conséquences dans le marché de la beauté, où le principe d'essayer un produit dans le magasin est finalement aujourd'hui ce qui fait la différence et ce qui rend vraiment l'expérience en magasin particulière par rapport à un achat en ligne. Aujourd'hui, tout ce qui va être essayé en magasin, essayer les produits, aller dans les cabines d'essayage, etc., ou essayer un rouge à lèvres, va être extrêmement complexifié. On s'en rend compte aujourd'hui avec des magasins qui commencent à dire qu'ils vont ranger les produits dans les stocks en attendant et qui seront ressortis que sous 24 heures, etc. C'est vraiment des process extrêmement lourds pour les enseignes, pour les équipes. Donc du coup, comment on va traiter en tout cas cette vague hygiéniste? Mais elle va devoir être là de façon très forte parce que c'est ce que les consommateurs vont attendre. La balade pour la balade, elle va être compliquée en termes de shopping parce qu'il faut faire la queue devant, parce qu'il y a des distances à respecter, parce qu'on ne va pas avoir envie de toucher les produits. Donc l'expérience en magasin va être extrêmement différente pendant cette période, portée par cette vague hygiéniste qui va vraiment changer la façon dont on va pouvoir se promener et vivre ce moment-là. Donc les marques vont avoir besoin d'avoir une double réponse, quelle que soit finalement la proposition qu'elles vont faire, d'avoir quand même à l'esprit qu'il faut changer la façon de procéder avec une démarche plus consciente, mais aussi la manière d'apporter une réponse de façon extrêmement opérationnelle doit prendre en compte le fait que les gens aujourd'hui vont avoir peur d'essayer, peur de mettre des produits sur leur peau, peur d'aller en cabine d'essayage, et que ça c'est vraiment une conséquence du Covid, et que du coup elles doivent leur proposer tout un tas de systèmes pour être extrêmement rassurées sur la façon dont elles vont pouvoir aller vivre leur expérience avec la marque. Voilà, c'est la fin de la première vidéo. L'idée, c'est de rester sur un format assez court pour que finalement, il y en ait plusieurs et que vous puissiez consommer uniquement celles dont les sujets vous intéressent. Parce que c'est aussi ce qu'on s'est rendu compte pendant cette période. On avait énormément de temps, énormément d'études qui sont sorties, de choses qu'on pouvait lire et que finalement, on avait un peu une déperdition de l'attention, qu'on avait du mal à se concentrer jusqu'au bout, à suivre des grandes présentations qui allaient durer 1h30. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est de travailler vraiment sur un format extrêmement court, pour que vous puissiez juste aller choper quelques idées comme une petite dose d'information avec son café avant d'aller travailler. Voilà, c'est la première. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on continue, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, on sera un plaisir de le faire. Et voilà, je vous remercie